Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle J'allais dire dans cette nouvelle épisode. Ça commence bien. Bref, Grave. vous l'aurez compris, le 97e épisode, il me semble. Mika, comment tu vas? Bah écoute, ça va, impeccable, hein. Très bien. Week-end 100% MMA pour moi. J'ai passé vraiment tout mon week-end À commenter? à commenter l'Hexagone et ensuite l'Octagone. Et voilà, après j'ai regardé un peu ce qui s'est fait. Il y a eu un événement à Metz de MMA. J'ai regardé un peu ce qui s'est fait là-bas. Et ça y est, va falloir que les Français s'habituent à ta voix chaque week-end, là. Pourquoi? Bah, t'étais sur Ah, RMC à commenter. ouais, c'est vrai, en ce moment-là. Et d'ailleurs, là, je ferai aussi samedi prochain, il y a pas chaque week-end, parce qu'après, tout à l'heure, il revient, mais il y aura comment dirais-je, l'UFC, là, avec Avec la sourdine et Dolidze. exactement, et ça, c'est un gros event. Ok, ok, Mika, écoute, on va démarrer. Déjà, bienvenue à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ma qualité elle sera un petit peu moindre que d'habitude. Mais voilà, on va revenir sur l'actualité. Il n'y a pas eu grand-chose, enfin, mis à part ce qu'on avait utilisé la semaine dernière, l'Hexagone qui a eu ce week-end. L'Octagone, il me semble que tu as commenté, mais après, il n'y avait aucun Français sur la carte. Donc, Mika, je te laisse faire le débrief de l'Hexagone. Toi, tu étais sur place. Ok, bah, l'Hexagone, c'est parti. Bah, dans l'ambiance, ça le remplit. Après, toujours la même observation, c'est que c'est un public différent. C'est vraiment un public différent du MMA, c'est marrant. Très familial. Par exemple, tu vois, tu avais le PFL qui avait organisé au Zénith. Ouais. Et là, c'était l'Hexagone au Zénith et on avait aussi le MMAGP qui avait été organisé au Zénith. Et en fait, bah, tu vois, c'est vraiment différent. L'ambiance à l'Hexagone, c'est un public différent. C'est tout ce que j'ai remarqué. C'est vraiment un public, on va dire, plus de familial, on va dire, où les gens Mhm. ils viennent en famille. C'est vraiment un public différent. Ça, c'est la chose qui me marque le plus en termes sur l'organisation. Après, l'événement, il s'est bien passé. Franchement, les combats, ils ont été enchaînés. Il n'y a pas eu de grosses coupures. Tout est propre. Il y a des combattants qui m'ont marqué. Je vais commencer par un qui a fait un. En fait, le combat, il s'est déroulé très rapidement pour lui. Il est arrivé, il a réussi à soumettre un gars rapidement. Il s'appelle Powers Arabzai. C'est un gars de la FFA. C'est son huitième combat pro. Il a mis une cinquième victoire. Il revenait de deux défaites à l'Hexagone, donc c'est sa première victoire à l'Hexagone. Et franchement, il a bien combattu, il a fait un beau combat. Il m'a surpris parce qu'il a été très agressif. Et en fait, face à un mec de la boxe thaï, il a réussi en fait à surprendre un mec de la boxe thaï dans son propre domaine. Il l'a touché durement et ensuite il l'a soumis. Donc gros combat de sa part. Ensuite, le combat qui met pour moi Fight of the Night, c'est Théo Ulrich contre Rémi Bourgois. C'était tous les deux leur début pro. Théo Ulrich, on le connaissait parce qu'il a un gros parcours amateur. Il affichait pratiquement un perfect. Il a perdu une seule fois, c'était à la décision partagée contre Axel Alfandari. Franchement, Théo, il sera à suivre. Il sera vraiment à suivre. Il m'a impressionné pendant 3 fois 5 minutes. Il a mis marche avant, il a boxé. Et le pire dans tout ça, c'est que son round, le meilleur, le plus abouti, c'est le troisième round. C'est là, en fait, où il a réussi vraiment à se relâcher, à boxer intelligemment, ne pas casser la distance sans cesse, de garder son adversaire à distance. Et il l'a finalisé avec un magnifique genou et grand pound enchaîné. Donc, incroyable performance de Théo Ulrich. Et son adversaire aussi, hein, qui démérite pas, Rémi Bourgois de la team de Malik Silla. Il a fait un gros combat, il a montré du cœur, mais il s'est fait dominer trop tôt dans le combat et en fait, dès le début du combat, ça a été compliqué pour lui. Il a été en survie pendant 3 fois 5, mais il a rien lâché. Ensuite, Magomed Abdoulayev aussi, face à un spécialiste du sol, une ceinture noire, une black belt. Il faisait son deuxième combat pro et ça a été une victoire au deuxième round par TKO. Incroyable son niveau de lutte. Il a mis une souplesse au mec. Je te jure qu'elle peut faire le tour des réseaux, sa souplesse. C'est rare de voir une souplesse comme ça en MMA, donc félicitations à lui. C'est un Français d'origine dagestanaise, donc gros niveau de lutte en tout cas. Vraiment solide à suivre. Je pense qu'il est à suivre lui aussi. J'attends de voir par la suite parce que là, c'est du début de carrière, donc on a du mal à voir les oppositions, mais félicitations à lui. Ensuite, un prodige, Kady Magomedov, le Belge.
qui avait un palmarès de 5-0 et qui affrontait Nassim Belouachi. Donc clairement, il était favori de toute manière dans le combat, le Belge. Il a fait un premier round où il a surclassé Nassim. Après, Nassim, il arrivait avec beaucoup de pression sur les épaules. Il était pas relâché. Il était raide. Il cherchait trop le coup dur au premier round. Donc, il n'a pas réussi à rentrer dans le combat et il s'est fait, on peut le dire, hein, il s'est fait malmener dans le premier round. Il a pris des gros coups. Il a pris beaucoup de coups. Nassim, fin du premier round, il tente des choses et au final, ça passe. Il se montre agressif et il voit que peut-être il y a de la place. Il arrive au deuxième round, on va dire, sans complexe. Il ramène le combat au sol, etc. Et il surprend Kadim Magomedov et il domine hein, ce deuxième premier round. Et après, il fait une erreur, excès d'engagement. Il a amené le combattant au sol. Il se met debout pour essayer de mettre un grand and pound. Il est alerté à 3 reprises par tu sais, un kick au sol. Il n'en tient pas rigueur. Premier, deuxième, bah, le troisième, il touche la tête. Et derrière, Kadim Magomedov, tout de suite, il prend la soumission et il soumet Nassim. Donc j'espère que Nassim, là, pour le coup, il reviendra. Il reprendra peut-être un combat plus à sa portée pour la suite, qui a un palmarès de 3-3, mais qui n'est pas forcément, on va dire, le reflet de son vrai niveau. Mais autant il y en a, ils construisent trop leur carrière, et lui, je pense qu'il a tout intérêt À construire. à construire un peu Ouais, on la est sienne. d'accord, ouais. Et Effectivement. Kadimagomedov, très solide, hein. À suivre, franchement aussi, 6-0. Là, il a combattu en 70. En fait, le combat, il était annoncé en 66. Mais comme Nassim, il a raté la pesée de 500 grammes, le combat, il s'est fait chez les 70. Mais gros 66 kilos et 70 kilos, Kadimagomedov. À suivre en tout cas. Ensuite, comme un event, Mehdi Ben Lagdar contre Fedorovic. Donc, on avait mis un spécialiste pied-point hein, face à Mehdi Ben Lagdar. Donc, le domaine aussi dans lequel excelle Mehdi. On sait que Mehdi il a plus de mal, on va dire, contre un lutteur ou un gars du sol. Jusqu'à maintenant, Mehdi il avait été mis en difficulté à 2 reprises. C'était une fois contre un combat contre Joe McColgan. Il perdait les 2 premiers rounds au Cage Warrior et il réussit à revenir au score parce qu'au troisième round, il met un 18. Donc ça a fait un draw. Derrière, il y a eu son dernier combat contre Kevin Pastran, dans lequel il a perdu par KO, mais la décision a ensuite été changée parce que son adversaire a été testé Ouais, il a été positif. testé positif. Voilà, donc ils ont changé son record, mais il restait en tout cas sur cette défaite mentalement. Et ça s'est vu en fait dans le combat qu'il avait encore des craintes sur le KO. Son adversaire, en fait, Osval Fedorovic, par contre, il a un niveau de pied-point de ouf. Après, je pense qu'il n'a pas un niveau de MMA. Si tu veux être honnête, je pense que c'est un gars, tu l'amènes au sol, il est cuit. Par contre, il a un niveau de pied-point extraordinairement propre, très agressif, il tente beaucoup de choses. Il était là sans complexe, il a mis la marche avant pendant 3 fois 5. Et en fait, Mehdi, il n'a jamais réussi à s'installer. En fait, Mehdi, c'était beaucoup trop brouillon, on va dire, pour lui, pour qu'il arrive à s'installer. Et il n'a pas osé y aller, donc je pense que son KO, il l'avait en tête. Un peu décevant, surtout que je pense que s'il amenait le combat au sol, il aurait pu gagner. Et même à un moment donné, il y a eu des erreurs de stratégie, puisque au deuxième round, je crois, c'est l'adversaire, il est au sol. Et Mehdi, il le garde, et d'un coup, il se relève et il dit à son adversaire de se relever, alors que debout, il se faisait dominer, Mhm. tu vois. Donc dommage, j'espère qu'il reviendra. Et voilà, qu'il bosse un peu, peut-être aussi la lutte et le sol, parce que clairement, là, je pense que c'était un des axes pour gagner ce combat, c'était d'aller tout simplement lutter seul et je pense qu'il aurait eu une victoire presque facile, j'ai envie Ouais, de dire. après, j'imagine, Lucas, ça doit être compliqué d'aller dans un domaine où on s'est jamais exprimé parce que Mehdi, là, il était sur 7 combats et bah, tous ces combats, il les gagne soit à la décision, soit par TKO et on l'a jamais vu réellement aller tu sais, changer de niveau pour aller au sol, tu vois. Donc, je pense que là, surtout quand tu veux t'assurer une victoire après une défaite, ça doit quand même être compliqué d'aller, on va dire, dans un domaine que tu ne maîtrises pas vraiment, tu vois. Surtout que je pense que là, le gars qui lui ont mis en face, c'était. Je vais pas dire que c'était un faire-valoir. Moi, sur le papier, le gars, je le connaissais pas, mais de ce que j'ai cru voir, en tout cas, que c'était un combat qui devait, on va dire, gagner. Je vais pas dire facilement, hein, il n'y a pas de combat facile. Mais voilà, il y avait plus de probabilités qui brillent sur ce combat-là, quoi. Non, bah clairement, c'était un combat qui était censé être fait Mhm. pour que Mehdi puisse revenir. Après, comme je l'ai dit, c'est un combat, attention, hein, le gars en face, c'est un spécialiste Ouais. pied-point, hein. Faut pas non plus sous-estimer. Le mec, Ouais. en MMA, c'est 6 victoires et sur ces 6 victoires, c'est 4 KO, hein.
Enfin, c'est 7 victoires et sur ces 7 victoires désormais, c'en est 4 par KO. Donc, c'est un gars qui sait mettre des KO, qui a un bon pied-point. Maintenant, voilà, c'est vrai que j'attendais Mehdi plus complet sur ce combat. Et c'est surtout que, on va dire que le combat, il sentait qu'il le perdait debout. Donc, c'est pour ça que je dis que quand le combat Mhm. est au sol, au moins de garder le combat au sol. C'est assez dommage. Maintenant, je pense que, comme je t'ai dit, je pense que c'était plus en réalité un psychologique que technique. Maintenant, il faudra qu'il revienne et en fait, ça sera encore plus dur maintenant parce que deux défaites, c'est dur. Une, c'est déjà compliqué. Deux, c'est encore plus dur. Maintenant, je pense qu'il a les ressources pour le faire. Et je regardais un peu sur les réseaux, il n'a pas l'air d'être dépité non plus. En tout cas, il a dit qu'il allait revenir, donc à voir par la suite. En espérant qu'il revienne plus fort et qu'il puisse briller devant son public. Parce qu'il avait fait un beau parcours là jusqu'à présent au Cage Warriors. Donc entre-temps, il y a eu une signature ou un co-management avec Graham et pour qu'il puisse combattre en France. Donc voilà, en espérant qu'il puisse revenir plus fort et briller devant son public. Ensuite, on avait donc un gars, Martin Orski, qui est venu contre Greg Bouchlagem. Donc on le savait que ça allait pas être un combat archi difficile pour Greg Bouchlagem. Bah, domination totale hein, de Greg. Après, il a montré. Ce qui était intéressant, c'est que Martin Orski, par rapport au dernier adversaire de Greg, il était quand même beaucoup plus dangereux que l'Italien. Ouais, Euh, ouais. là, on va dire, il y avait une vraie volonté de se battre. Tu vois, il est vraiment venu avec des sales intentions, Orski. Il a essayé de boxer, mais en fait, il n'y arrivait pas. Bah, Greg, après, il a surtout dominé. Moi, ce que je trouve intéressant sur ce combat, c'est il a vraiment dominé la gestion de son combat. Tu vois, on a vu que c'était quelqu'un d'expérience, en fait. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce combat. C'est qu'il a montré qu'il savait gérer un combat et que quand il accélérait, bah voilà, il accélérait et il pouvait gagner, on va dire, entre guillemets, assez facilement. Donc voilà, après, sur le niveau d'opposition, clairement, je pense qu'on est encore en dessous du réel niveau dans lequel il pourrait être mis en difficulté, puisque je pense que Greg a quand même un certain niveau en MMA. Et je pense que les adversaires qu'on lui propose là, techniquement, c'est encore en dessous de ce que lui a comme niveau. Donc voilà, je pense qu'après, ils ont aussi une volonté de monter petit à petit les curseurs. Voilà, hâte de voir la suite pour Greg Bush-Lagem. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une hype de ouf autour de lui, hein. C'est Mhm. incroyable. Moi, je l'ai vu au Zénith. Les gens sont venus encore une fois pour Greg hein, à Paris. Donc, effectivement, il y avait d'autres combattants qui combattaient et tout, mais sur cette carte-là, tout le monde a fait le déplacement pour lui. Enfin, 80% des gens ont fait le déplacement pour lui. Et même par exemple, tu vois, c'est ça qui est ouf. Je suis constamment, je fais des photos. Par exemple, je suis avec Nassour, je suis avec Taylor, je vais m'entraîner avec tout le monde. Benoît Saint-Denis, même à l'époque, je m'entraînais beaucoup avec lui. Et jamais mes neveux, ils m'ont demandé une photo ou un truc dédicacé, tu vois. Mhm. Et quand ils ont vu Greg MMA, ils veulent une photo Ah dédicacée. ouais, il est Non, coté, mais c'est hein. pour Non, te il a une dire hype, il a une que vraie hype, hein. je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et peut-être aussi un public d'enfants, et c'est peut-être aussi ce qui participe au fait que la population soit un peu différente à l'Hexagone MMA. Mais il y a quand même un public, en tout cas, qui répond favorablement à la demande et qui est en attente de ça. Et après, pour revenir sur l'Hexagone en lui-même, mais on va recevoir l'un des patrons de l'Hexagone pour nous expliquer un peu la philosophie. Mais ils ont déjà annoncé encore, c'est incroyable, hein, parce que jusqu'à juillet, là, jusqu'au 25 juillet, ils vont organiser l'Hexagone 19. Et, euh, et c'est ouf parce que on avait senti que, tu sais, à un moment donné, on disait que Ares numéro un et Hexagone MMAGP numéro 2 et 3. Après, on a dit que l'Hexagone avait pris de l'avance sur le MMAGP l'année Mhm. dernière. Et on disait en début d'année, attention, le Ares est en perte de vitesse et tout. Et là, j'ai vraiment l'impression que l'Hexagone, bah, je sais même pas si aujourd'hui ils sont pas en termes de dynamisme aujourd'hui devant. Après, il y a toujours l'effet Ares où en termes de promotion, ils Ouais, arrivent. c'est différent quand même, hein. Et, non, mais exactement, c'est que le Ares, la réalité, c'est que là où ils sont forts, c'est que en termes de promotion, les combats sont bien promus et qu'ils arrivent à avoir comment dire, un dynamisme autour du Ares qui est incroyable. Mais aujourd'hui, attention, franchement, je demande à voir à la fin de l'année. À la fin de l'année, je demande à voir Ouais, on qui pourra faire un va. bilan parce que c'est vrai que même là, les match-ups qui sont proposés sur l'Hexagone, ça devient de plus en plus équilibré, tu vois.
Alors qu'à l'époque, il y avait pas mal de positions, mais avec des Sherdog négatifs contre des positifs. On voyait que c'était vraiment des faire-valoir. Alors que c'est vrai que là, ça commence, on va dire, à être un peu plus intéressant au niveau des. Maintenant, après, il leur manque juste d'accentuer sur la com, tu vois, de créer des storytelling, Voilà, ouais. de créer leur superstar, enfin leur superstar. Non, mais c'est ça, clairement. Hmm. Moi, je suis d'accord avec toi que le point faible de l'Hexagone, c'est qu'ils savent pas vendre le combat Ouais, encore. Ça clairement, je suis d'accord avec ouais, toi ouais. ils savent pas la vendre, ils savent organiser, ils savent faire le show, ils ont des bonnes signatures. Je te dis, là, le Kadimagomedov, moi, il m'a Mhm. impressionné. Parce que tu sais, en Euh, fait, excuse-moi de te couper, mais ça me rappelle un petit peu le modèle des MMAGP quand ça tournait que autour de Cédric Doumbé. Il faisait ça le plein. Maintenant, retire Greg MMA et on verra comment ça va se dérouler, tu vois. Parce que je pense qu'il en a pas encore pour plusieurs années, Greg. Hein, tu sais, là, c'est âgé quand même. Voilà, il fait ça pour le kiff et surtout parce il est bien rémunéré. Maintenant, en fait, je pense qu'il va falloir trouver, on va dire, tu sais, un équilibre entre, ok, mettre un bon main event, mais aussi mettre des combats qui motivent les gens à payer leur place, tu vois. je te rejoins, hein. De toute manière, c'est la question. Là, on sait que le 10 février, ils organisent là au Palais des Sports de Dijon. Il y aura notamment Duclos contre Fontes. Donc, c'est Les taux du clos. Mathieu Leto Duclos exactement contre Fontes pour ce combat. Ça fait partie effectivement de savoir est-ce qu'ils vont réussir ou pas à continuer à ce qu'il y ait une hype. Mhm. Maintenant, quand je vois entre guillemets, les cartes, c'est vrai que j'ai du mal encore à me dire quand tu regardes la carte, par exemple, de ce fameux combat-là, où il y aura en main event Mathieu Duclos contre Alexis Fontes, hormis ce combat-là, Mhm. ouais, il y a Ouais, pas. c'est. Je suis assez d'accord avec toi que c'est compliqué en fait. Tu as des petits prodiges hein, par-ci par-là, enfin des petits prodiges, peut-être des futurs grands noms, mais je suis d'accord avec toi qu'en tout cas ils sont inconnus. Mhm. Ils sont inconnus, on ne les connaît pas et donc du coup il faut. Ouais, il y a un travail à faire de la part de l'Hexagone. Maintenant, comme je le disais, aujourd'hui le RS ils annoncent un 20e événement le 18 avril. Et pour l'Hexagone, ils ont déjà annoncé 6 ou 7 dates, et ce qui les emmène au 25 juillet, leur 19e événement. Ouais, ouais, Et ça se rattrape, quoi. bah, ça se rattrape. Donc à la fin de l'année, potentiellement, Hexagone aura organisé déjà plus d'événements que le RS. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Hexagone, il n'y a jamais de pause de 4, 5, 6 Ouais. mois. Donc du coup, le roster peut combattre régulièrement, etc. Et là, on le voit aussi au RS, il y a un changement de politique quand même. C'est que maintenant, ils misent que sur quasiment des nouveaux arrivants, entre guillemets. Tous les anciens sont partis. Tous ceux qui coûtaient un peu cher, comme Ibra Mané, Beissangour désormais, tous ceux qui coûtaient un peu cher sont partis de l'ARES. Ouais. Et on est sur un autre modèle économique, j'ai le sentiment. Écoute, on verra. À voir dans le futur. Mika, on revient sur le combat de Youssef Bouganem qui faisait ses premiers combats, enfin son début en MMA. Il gagne par TKO au deuxième round, mais bon, il y a eu plusieurs critiques, notamment sur la manière dont était organisé l'événement. Personnellement, je ne le connaissais pas cet événement. Mais Je après, pour crois que revenir au c'était. combat, je sais pas si tu as pu voir le combat. Ouais, j'ai vu hein, le combat après, je crois même, hein, pour être honnête, ça s'est organisé. L'événement, il s'est organisé. Alors attends, j'ai fait des petites recherches. Pour moi, c'était le Fight on Furious. Voilà, je connaissais pas. C'était pour moi il l'appelle le FAF donc, et c'était pour moi le premier événement. Je connaissais pas cette Ouais. organisation. Euh, je regarde hein, leur historique en même temps Apologie? ouais, c'est ça, sur En fait, le non, FAF. pour revenir sur le combat, en fait, c'est vrai que c'était un début assez compliqué. Après, voilà, à la fin, on retiendra que la victoire et, tu sais, il a eu du mal à trouver ses repères. Après, les gens, Ah, ils ont été quand même assez durs avec lui parce que voilà, il a 34 ans, il a une grosse carrière derrière lui en Muay Thai où il a tout fait, il a été au sommet de son art. Maintenant, voilà, à 34 ans, après autant de combats en boxe thaï, on peut pas s'attendre non plus à une masterclass. Si on voit qu'il prend de l'âge et ça, c'est un sport de performance. Donc, quand le temps il passe, à un moment donné, on n'est plus trop avantagé, tu vois. Donc, je trouve que les gens, ils ont été un petit peu durs avec lui. Et c'est aussi là qu'on voit, tu sais, la différence entre les publics. Surtout sur Twitter, Mika, je sais pas si t'es branché sur Twitter, mais vraiment, c'est très, très, très dur le monde, la sphère Twitter là, surtout du MMA, parce qu'auparavant, je n'avais jamais vu aucune critique sur Youssef Bouganem. Malgré qu'il a déjà perdu en boxe thaï, qu'il a déjà eu des combats durs.
Mais là, premier combat en MMA, c'est vrai que les gens, ils n'ont pas été de main morte sur les critiques avec lui. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'était un début compliqué. Il a su revenir. Après, moi, j'aimerais quand même revenir, c'est vrai que sur la Mais qualité de tu l'as vu le l'événement. combat? Oui, bien sûr. Bah attends, tu veux revenir sur quoi? Sur la qualité de l'événement ou sur le Non, en combat? fait, je reprends un petit peu ce que j'ai vu, mais c'est vrai que quand tu regardes la manière dont il y avait les jeux de lumière, la manière dont c'était filmé, tu sais, c'était vraiment de l'amateurisme quand même, hein. Ouais, Soyons non, honnêtes. le niveau, il n'était pas au niveau, en tout cas, il n'était pas au niveau du main event, ça c'est sûr, sur la retransmission et tout. Quand je dis main event, en fait, et c'est aussi pour ça, je pense que les gens, ils ont été déçus, c'est parce que quand tu entends Bouganem, bah, c'est une légende dans le sport de la Bien boxe sûr. thaï. C'est l'un des francophones, parce qu'il est belge, qui a le plus performé. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est une légende de la boxe thaï. Et quand tu l'attends en MMA, tu t'attends quand même à un minimum de niveau, on va dire. Ouais. Et malheureusement pour lui, ce qui s'est passé samedi, ça a été dur. Il s'est fait dominer dans son domaine. Enfin, il a été surpris dans son domaine. Alors, je veux bien que la taille des gants et tout, ce soit pas la même, etc. Mais en face de lui, il faut comprendre aussi le profil qu'on lui a mis. En fait, en face de lui, on lui a mis un mec qui faisait de la boxe thaï. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas mis un spécialiste seul. Le mec, il avait déjà fait un combat de MMA qu'il a perdu contre un mec très moyen. Mhm. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de qui on a mis en face de lui. On a mis un mec qui fait le même sport que Bouganem, entre guillemets, peut-être qui a plus d'expérience au sol, mais qui avait pas. Tu l'as vu quand il est parti au sol, le mec, il savait pas soumettre et tout, Ouais. l'Ukrainien. Donc, j'ai quand même le sentiment que les gens, ils ont été déçus de la performance dans le sens où Bouganem, bah, il s'est fait surprendre dans son domaine. Ouais, mais Mika, Euh, après, on le sait déjà, la gestion de l'effort, il n'est pas pareil. Non, mais Passer il de s'est 3 fait. minutes Attends, à il 5 s'est fait. minutes Mais d'un alors, l'autre ring en à face, un mais l'autre, octagone. l'autre, c'est pareil en face de lui. Ouais, sauf que l'autre, il avait déjà 2 combats en MMA, il me semble, Mika. Non, un seul. Un combat en MMA. C'était un seul combat en MMA qu'il a perdu au premier round par soumission. Donc, Après, chacun son temps non, d'adaptation, j'ai envie mais, de te dire, hein. quand tu as une légende qui vient faire une transition dans un sport, Ouais, ouais. obligé de t'attendre une grosse performance. Oui, je suis d'accord, ouais. Et donc, tu es obligé d'être en mesure de pouvoir accepter la critique. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la performance qu'il a fait samedi soir, elle était catastrophique. Du point de vue du MMA, tu regardes Bouganem samedi soir, tu te dis pas que ce mec-là a été multiple champion du monde de boxe thaï. Et moi, ce qui m'inquiète plus pour lui, c'est que je crois en la transition de ceux qui viennent du kickboxing pour le MMA, parce qu'ils ont beaucoup de déplacements Oui, et mais que le boxe, c'est style différent, ouais. la manière dont il kick s'adapte plutôt bien au MMA, Mhm. j'ai beaucoup plus de L'appréhension? mal à croire en la transition boxe-taille MMA parce qu'on l'a vu, quand tu es statique, tu prends beaucoup de coups, Ouais. tu peux te faire surprendre et tu es surtout aussi une cible pour aller en lutte. Et le problème, c'est que quand tu vas aller en lutte face à un mec, ne serait-ce qu'à un tout petit peu de sol, ça va être compliqué. Et par exemple, je prenais l'expérience, et c'est ça où je dis, attention, c'est chaud. Tu mets par exemple un mec comme, je te prends un exemple d'un 77 en France qu'on connaît, mais qui est entre guillemets moyen. C'est pas une insulte, qui est moyen. Mhm. Je pense à Alix. Ouais. C'est pas une insulte. On sait qu'il ira pas à l'UFC, Alix. Mhm. Mais c'est un combattant français qui est bon, mais qui n'ira pas très loin, qui a des grosses lacunes en MMA. Si tu mets Bouganem face à Alix, Alix aurait gagné. Et c'est là où je dis ça, c'est difficile de voir une légende de son sport venir en MMA s'il n'a pas réellement travaillé sur l'ensemble des dimensions. Parce Pourtant, que ça fait un petit moment qu'on le voit travailler en MMA, hein. Comme quoi, tu sais, parce que de base, il était annoncé sur Arès à plusieurs reprises, il y a 1 an et demi et tout. Après, je sais pas si c'était un problème est-ce qu'il contractuel s'est ou pas. réellement entraîné? Est-ce qu'il s'est réellement entraîné? Moi, c'est ça qui me questionne. Et c'est ça, c'est Bah, là où je Mika, quand même, là, on le voyait ces derniers temps, il était avec Maxime François à la lutte, il était chez les Mamoudi Gym avec Tari, tout ça, on le voyait. Bon, après, je sais pas combien de temps ça a duré, parce que honnêtement, enfin, un combat de MMA, ça se prépare pas en 6 mois non plus, tu vois. Mais il me semble que ça faisait des années, parce il avait été annoncé sur Arès en 2022, ensuite en 2023, non, non, en 2024. Donc, après, il y avait des images de lui où il faisait du Yi, là, du JB en Thaïlande. Mais bon, après, voilà, je n'en sais pas plus. Honnêtement, En j'en tout sais cas, pas plus. voilà, il a 1-0 en MMA désormais. Il y a Jimmy Vienno qui a 1-0 en MMA. Voilà le combat que j'aimerais voir moi en Il MMA. me semble qu'il a un peu plus qu'un 0, Mika Jimmy, non? Non, non, il a 1-0, Ok, je croyais Jimmy qu'il avait Vienno. combattu à plusieurs reprises à l'UE Warrior. Non, je crois qu'il avait combattu, mais c'était en mode kicker, tu sais.
Parce que des fois, ils organisent des trucs un peu mixtes. Mais pour moi, il a un seul zéro et sa seule victoire, elle est justement à l'UA Warrior. Bah écoute, en tout cas, à voir. Mais bon, après, ouais, je peux comprendre d'un côté la critique, mais c'est vrai que je trouve que ça a été un petit peu trop dur. Mais bon, après, c'est. Non, mais parce que tu as raison, de toute manière, Twitter, les mecs, ils ont des couilles qui poussent, entre guillemets. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut en tout cas être sacrément déçu de la performance. Moi, je m'attendais à beaucoup plus, pour être honnête. Tu sais, encore une fois, comme je te le dis, c'est pas comme si c'est lambda qui vient faire une Bah, transition. mhm. C'est la légende de son sport qui Mais vient faire une Mika, transition. je te promets qu'écoute, j'ai vu le reportage sur la chaîne Le Parcours. J'ai vu une petite partie du reportage et en fait, il suivait Youssef Bouguelem justement lorsqu'il était là sur Paris en fait pour préparer chez Mamoudi Gym pour préparer en fait sa transition MMA. Mais c'était très récemment, hein. Il me semble que c'était sur les dernières semaines. Mais moi personnellement, quand j'ai vu, tu sais, tu vois qu'il a pris un coup de vieux, donc je m'attendais pas à une grosse performance. Après. Je m'attendais à un, comment on va dire, un peu plus simple de son côté. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'adversité, tu vois. Mais très honnêtement, tu sais, quand tu viens à cet âge-là et que t'as déjà tout fait, t'es esquinté de partout, tu vois. Donc je pense que ça doit être compliqué quand même de venir performer. Et comme t'as dit, en plus, il y a l'adaptation entre le kickboxing. Doumbé, lorsqu'il faisait ses débuts en MMA ou lorsqu'il annonçait ses débuts en MMA, quand je voyais son style de boxe et tout, je le disais, hein, et c'est encore sur les podcasts qu'on faisait. Je lui disais que ça allait être un peu plus adapté, tu sais, son style de boxe, il est déjà adapté au MMA. Alors que c'est vrai Ouais, que la boxe, c'est déjà compliqué. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que fallait pas non plus s'attendre à une masterclass. Mais en tout cas, à voir, hein, à voir. et tu sais, le premier adversaire de Doumbé, là, Arbiev. Oui, Arbiev, c'est un Russe qui s'entraîne au boxe, au Tiger. d'ailleurs, ouais. Et lui, tu sais que c'est un tueur, hein. En pied-point et tout, enfin un tueur. Il a pas peut-être le niveau de Doumbé, tu vois, en Oui, parce que pied-point. Doumbé, c'est vrai qu'il était au sommet de son Mais art aussi, hein. crois-moi qu'il est chaud, MIF. Moi, je l'ai vu faire des guerres au Tiger. Il est chaud et en plus, il sait soumettre, il sait se proler et tout. Donc, si je te dis que MIF, le premier combat De qu'a fait Doumbé. avec Doumbé, MIF est franchement mais 15 fois supérieur à Ouais, l'Ukrainien qu'on a mis face à Bouganem, pour resituer, quoi. ouais, c'est vrai. Mika, en fait, on va profiter de la transition pour parler de Doumbé. Je sais pas si tu as pu suivre ce qui s'est passé ces derniers temps. Bon, ce qui se passe ces derniers temps. En fait, on a eu Jordan qui a fait une sortie médiatique sur un. J'ai oublié le nom du média, donc je m'en excuse. Et qui parle en fait du harcèlement qu'il subit jusqu'à présent. Maintenant, en fait, je sais pas si tu as pu suivre. Doumbé, derrière, il a réagi en faisant comprendre que Jordan est ingrat parce qu'il lui a apporté beaucoup de soutien. Et c'est vrai que après le combat, Jordan, il est passé à plus de 100 000 abonnés. Parce qu'en fait, dans la cage, il a dit, il a encouragé les gens à aller suivre Jordan sur les réseaux, donc ça a fait effet. Et en gros, en voyant ces sorties médiatiques, il s'est un petit peu énervé en disant que allez l'infollow des réseaux. Et je crois que Jordan, il a perdu, il est passé de 149 000 abonnés à 140 000 ou 142 000. Donc on voit qu'il y a quand même un effet Doumbé. Maintenant, moi, je suis partagé en fait entre les deux, entre deux avis. C'est que déjà, quand on affronte Cédric Doumbé, quand on connaît l'historique de Cédric Doumbé, que ce soit en kickboxing et tout, je pense qu'il faut quand même s'attendre à, comment dire, au revers de la médaille. Surtout lorsqu'on est Jordan Zebo, surtout lorsqu'on se fait coacher par Fernand Lopez et qu'on voit les clashs qu'il y a entre Fernand Lopez et Cédric Doumbé. Maintenant, en fait, je vais essayer d'approfondir un peu plus ce sujet, mais je peux aussi comprendre la situation de Jordan, comme je peux aussi comprendre la situation de Doumbé qui fait comprendre en gros, euh, qu'en gros, c'est pas logique ce que Jordan il déclare actuellement parce que voilà, il devait s'attendre à ce que ça se passe comme ça. Et que c'est vrai que lorsqu'on affronte Cédric Doumbé, on veut de la lumière, on veut de la hype, on veut de la notoriété parce qu'on sait que c'est un nom, on sait qu'il est beaucoup suivi et surtout que là, à son niveau actuel, si on parle que de performance en MMA, Jordan, s'il avait battu Cédric Doumbé, mis à part prendre toute la lumière ou le côté hype, il n'aurait pas non plus accompli une chose grandissime dans le sport, enfin dans le MMA. Ok? Donc en fait, je peux comprendre le fait que Doumbé, on va dire, réagit de cette manière en voyant ses sorties médiatiques, mais si je peux aussi comprendre Jordan. Parce qu'après, t'as vu quand on est Cédric Doumbé et qu'on revendique entre guillemets être croyant, être. Là voilà, c'est vraiment lui qui le revendique hein, lorsqu'il va sur le plateau par exemple de Mouloud Achour et tout. C'est pas un comportement qu'on doit avoir. Après voilà, ça c'est propre à chacun, tu vois. Mais c'est vrai que la manière dont il humilie, la manière dont il trash talk, ça peut être un petit peu dur quand même. Surtout quand tu vois Jordan dire qu'il sort, qu'il est avec sa copine, qu'il entend Jordan t'es mort, ça peut être quand même dur
Ça peut être dur quand même à vivre, tu vois. Même sur les réseaux, tu vois encore qu'il y a des commentaires quelques mois après. Après, voilà, je t'avoue que c'est un sujet un petit peu sensible. J'ai pas trop envie de m'aventurer là-dedans. Mais voilà, quand on revendique en tout cas des valeurs religieuses, notamment comme Cédric le fait, je pense que voilà, c'est pas un comportement qui est, qui colle avec ce qu'il fait. Mais bon. Moi, les valeurs religieuses, c'est pas que je m'en tamponne, mais je suis pas là pour ça. Oui, bien Après, sûr. comment dirais-je, sur le truc, en fait, encore une fois, Jordan, il prend le défi d'affronter Doumbé. Pourquoi? Il a une prime de merde. On le sait désormais qu'il a Ouais. une prime de merde. Il prend le défi, pourquoi? Parce qu'il se dit, si je gagne, je récupère toute la hype de Doumbé. Je suis inconnu au bataillon, même si avec le Harès, il commençait à se faire connaître. Je suis inconnu au bataillon et j'ai l'occasion peut-être de me faire connaître mondialement en battant Cédric Doumbé. Je pense que j'ai les armes pour le battre parce que Cédric Doumbé, on ne l'a pas vu au sol et en lutte. Et je pense que moi, je suis un gros lutteur, je vais pouvoir l'amener au sol et je vais le battre. Je connais Cédric Doumbé, il est archi connu, il va vendre le combat. Et moi, je vais rester dans ma bulle, je vais le niquer, je vais rentrer chez moi, je vais prendre toute sa hype. En gros, c'est comme ça qu'il prend le combat, Jordan Zebo. Ouais. De l'autre côté, tu as Doumbé qui est dans son rôle. Lui, son rôle, c'est de faire le maximum d'oseille en peu de combats, parce qu'il ne reste pas une très longue carrière, et de vendre le combat et de performer, de gagner. En plus, il le dit à un moment donné dans une vidéo, quand tu regardes un peu ce qu'il fait, il te dit que lui, il a besoin de beaucoup parler pour être mis devant le fait accompli, pour Ouais. savoir qu'en fait, il n'a plus le choix. Maintenant, il sait qu'il n'a plus le choix, c'est là qu'il aime être dans cette situation d'inconfort parce que c'est là qu'il vient performer. Bon, il fait tout son show. Quelle est la limite du trash talking et du harcèlement? Le trash talking est fait pour rentrer dans la tête de son adversaire de façon à se rendre le combat plus facile. Si on doit donner une définition du trash talking, c'est ça. On part tout au long de la préparation, on va faire toute une série d'actions verbales, non verbales, vidéo, dans sa communication pour se rendre le combat plus facile. Cédric Doumbé a fait du Cédric Doumbé, il n'a rien fait de nouveau, on savait de quoi il était capable. Et pour moi, tout ce qu'il a pu faire sur Jordan Zebo ne m'a pas choqué. Sincèrement, même le Jordan t'es mort, ça ne m'a pas choqué. Mhm. Ça ne m'a pas choqué, je te le dis. Pourtant, tout le monde sait que je suis pas un grand amoureux de Cédric Doumbé de Ouais. base. De base, j'ai jamais été fan de son comportement ou de son trash talking. Mais là, pour moi, une fois que tu acceptes un combat face à Cédric Doumbé, bah, tu t'exposes à son trash talking. Tu es obligé. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas être connu. Mhm. C'est parce qu'il te fait connaître sur la scène internationale. Le combat se finit. Cédric dit, bah, les gars, maintenant c'est fini. Moi, toi et moi, Zebo, on n'a rien à voir. On n'a plus rien à voir. Et pour moi, c'est genre, c'est bon. Si tu as besoin de mon aide, tu as besoin de mon aide. Donc au final, il est seigneur. Il invite, entre guillemets, même tout. Après que intimement, il le pense pas. On peut lui faire des procès d'intention en disant c'est pour dorer son image qu'il fait ça, il fait pas ça. Mais en soi, sur le factuel, il le fait. Donc on peut pas lui reprocher ça. Derrière, Zebo te dit, il y a encore des imbéciles qui lui envoient des messages, le pauvre, et là je le rejoins, il dit, il y a encore des imbéciles à cause de Cédric qui m'envoient ça. Mais c'est pas à cause de Cédric. Si les imbéciles, ils envoient des messages, c'est pas à cause de lui. C'est Mhm. juste parce que eux, ils sont toujours pas sortis de leur combat et ils comprennent même pas la logique sportive. Mais c'est du business. Il a vendu le combat, il est passé à autre chose, il a demandé aux gens d'arrêter. Si les gens continuent, c'est pas à cause de lui. C'est parce que les gens sont débiles, c'est à cause d'eux-mêmes. Ouais, mais Mika, on sait qu'aujourd'hui, quand t'as une grosse communauté, quand t'as Mais une il grosse a fait le visibilité, nécessaire plus que... Ouais, mais après le combat, il a dit. oui, Ah, mais c'est vrai que je te dis, je suis partagé entre les deux, moi, parce que je comprends en gros la réaction de Cédric, et je peux aussi comprendre, on va dire, ben on non, va dire, parce que Zebo, ce qu'il aurait dû dire selon moi, ça n'avait rien à voir avec Cédric Doumbé. C'est de dire, comme il l'a dit, les gens sont bêtes et méchants. C'est ouais. vrai que là, tu continues à casser les couilles à Jordan Zebo alors qu'il est dans son coin, il parle pas, il fait de mal à Mhm. personne, c'est vrai. Mais pourquoi tu reviens remettre Cédric dans la sauce? Il a rien à voir. Ce que je veux dire, il a vendu son combat. Tu as voulu l'affronter pour bénéficier de sa hype parce que tu sais que c'est quelqu'un qui a hypé. Malheureusement, tu as perdu. La hype s'est retournée contre toi. Il t'a quand même C'était le risque hein, qu'il encourait, c'est vrai. Je suis d'accord oui, sur ça, ouais. et il t'a soutenu dans la défaite. Maintenant, tu as des imbéciles qui continuent à te casser les couilles, mais ça n'a rien à voir avec lui.
Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et encore une fois, c'est une maladresse de sa part, je pense à Zebo. Et là où Doumbé, il est, vas-y, lui aussi, il abuse, c'est que quand il a entendu qu'on l'accusait encore, entre Non mais guillemets, attends, parce que là où je l'ai compris, c'est qu'en fait aussi Zebo il a réagi à il a répondu à une question et il disait qu'en gros qu'il ne pourrait pas être dans la même salle que Cédric Doumbé, ça ne pourrait pas bien se passer s'il faisait du sparring avec lui. Donc je pense que c'est cette phrase-là qui l'a un petit peu, qui l'a quand même énervé, Cédric. non, mais Et voilà, après Cédric, il refait du Cédric. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. En soi, Zebo, il revient l'attaquer au lieu de plus jamais citer son nom, entre guillemets. Ça veut dire c'est bon, tu as vu que médiatiquement, il était en mesure de faire la pluie et le beau temps et que quand tu as voulu prendre le beau temps pour toi, t'as pas réussi. Malheureusement, tu as pris l'orage. Bah, passe à autre chose. Il a un combat de planifié. Accentue ta communication plutôt sur ce que tu vas faire. Même, tu vois ce que je veux dire? Même, c'est entre guillemets hein, ce que je dis. Tu vois, des fois, quand tu argumentes avec quelqu'un, tu as un débat et il y a quelqu'un qui te donne raison, qui te dit, ouais, c'est Mickaël, il a raison. Et genre, ce mec-là, il est tellement con que c'est l'ami que tu veux pas, entre guillemets. Mhm. Parce que en te Mhm. disant que tu as raison, bah, implicitement, ça décrédibilise plus qu'autre chose. Mhm. Et là, c'est pareil ce que fait Zebo vis-à-vis de Baki. Quand Zebo, il te dit que ça va être le sparring de Baki pour comment dirais-je, pour Doumbé, c'est la pire communication que tu peux avoir dans Ah dans bah le tu vois, camp. j'avais même pas vu ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire quand il Ouais. dit, ouais, je vais l'accompagner dans le sparring. Ben, t'imagines Baki, il doit se dire quoi? Il doit se dire, bah non, mais reste à ta place, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, le mieux à faire pour Zebo aujourd'hui, c'est de dire, oh, j'ai mon combat, ma vie, elle se fait sans Doumbé. Vous me reparlez de Doumbé, moi, j'ai pas à parler de lui. Par contre, j'ai des débiles qui me cassent encore les couilles sur Instagram. Vous êtes des débiles et il a raison, c'est des gros débiles. C'est passer à autre chose, tu vois. Mais pour moi, faut qu'il arrête comment dirais-je, de continuer avec Oui, je comprends le ça aussi. spectre Doumbé. Sinon, il va jamais s'en sortir. Ouais. Non, écoute, comme je t'ai dit, je comprends un peu les deux camps, mais c'est vrai que quand j'entends tes arguments, bah ouais, j'ai un peu plus de compréhension. Après, voilà, c'est vrai que je voulais pas trop rentrer non plus dans ce sujet-là, parce que voilà, ça mélange un petit peu plusieurs domaines, hein. Le domaine qui est privé, notamment les croyances religieuses ou autres, mais vu qu'en fait, Cédric Doumbé, il en parle publiquement, c'est pour ça que voilà, quand je me faisais mon avis, bah, c'est vrai que je me dis que c'était un petit peu, voilà quoi. Mais bon. Et Mika, pour finir, il y a Baki, enfin le MMA Factory et Baki qui ont publié une vidéo, enfin une photo de Baki qui se prépare avec le champion welterweight actuel du Glory, en nom de Andy Semeler. Donc, on voit que Baki il prend ça très au sérieux. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un deux poids deux mesures? Dans le sens où soit c'est parce qu'il y a tellement d'enjeux que là, ils ont mis les bouchées doubles pour la préparation, ou soit ils ont aussi appris de l'erreur de Jordan. Après, Jordan, là, je peux quand même en témoigner, il était quand même bien entouré. Il avait Ibra qui était en sparring partenaire, même si Ibra, c'est pas 100% le style de Doumbé, il est plus complet, il a un beau pied-point, il a un bon jeu au sol. Mais voilà, ils l'ont pas non plus laissé avec un no-name pour sa préparation. Et c'est vrai que là, quand on voit le champion welterweight du Glory, ben, on se dit que c'est un peu plus sérieux, tu vois, la préparation de Baki. Donc, est-ce que c'est un deux poids, deux mesures selon toi, ou est-ce que c'est juste qu'ils ont appris, on va dire, de l'erreur de Jordan? Ouais, je pense qu'il y a des deux. Je pense que déjà, je savais même plus que Baki s'entraînait réellement au Factory. Pour être Ah, honnête, il vit pas sur Paris, mais il fait beaucoup d'allers-retours et c'est qu'en entraînement, il est fait au MMA Factory. voilà. Mais ça, tu vois, c'était une vraie question que je me posais, c'est est-ce qu'il est toujours au Factory? Comme je l'ai vu bah, tourner avec Nassour, etc. Oui, Je pense après, que chacun est libre d'aller un peu où il veut, tu vois. Mais c'est vrai qu'il allait, je l'ai vu tourner en tout cas avec Nasruddin, enfin, sur quelques images au Venom Training Camp là. non, c'est pour ça que je me posais la question, mais je me posais la question vraiment. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Écoute, le Factory, ils ont quand même aussi entre guillemets, une réputation à tenir. Mhm. T'envoies Zebo, il se fait plier en 8. T'envoies un autre combattant à toi qui combat contre aujourd'hui Doumbé. Bah, tu te dois de faire mieux. Donc, il y a aussi à un moment donné au head coach, en tout cas au patron de la structure, de s'organiser pour trouver les bons sparring. Donc, je pense que d'une part, il y a, comme tu l'as dit, on apprend de ses leçons. Deuxièmement, la réalité, c'est est-ce que, par exemple, Zebo, quand je voyais, comme tu l'as dit, est-ce que le niveau de difficulté, par exemple, tu vois, Mhm. Ibra Mané, et on l'avait déjà vu aussi une vidéo, par exemple, où Damien Lapillus mettait KO Jordan Zebo. Donc, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'était nécessaire de faire venir?
encore meilleur striker que Mhm. déjà ces mecs-là qui Ouais. mettaient en difficulté Zebo. Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Je Ouais, j'ai pense que compris, ouais. c'est aussi lié en fait à la compétence que tu as en face de toi. Si déjà ton gars il se fait dominer par ce qui se fait de mieux en France, bah va pas chercher l'élite mondiale parce que Ouais. déjà il est en difficulté dans ce qui se fait de mieux en France. Donc je pense que voilà, c'est tout plein de choses. Et aussi peut-être le dernier truc, c'est que la bourse peut-être de Baki permet de payer des sparring que la bourse de Zebo ne permettait Ouais. pas de payer. Ouais, Après, comme tu l'as dit, hein, je sais pas du tout, je peux pas te dire, mais je pense que tu penses pas aussi qu'il y a peut-être un peu plus de pression là dans le Factory vis-à-vis Mm. de ce combat? Bah, je pense forcément, oui, parce que là, c'est le deuxième membre du MMA Factory qui va affronter Cédric Doumbé. On sait que bah, Cédric Doumbé, il a pas sa langue dans sa poche, que derrière, il y a aussi un autre combat, on va dire, qui est celui de Fernand Lopez contre Cédric Doumbé, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça, tu vois. Donc, ouais, il doit y avoir un peu plus d'attente, un peu plus de pression. Forcément, là, avec ce qui s'est passé avec Jordan Zebo, ça a pris une tournure mondiale, internationale. Tu sais, même sur Twitter, les Ariel Helwani, ils ont réagi. Marc Godard qui était sur place et tout. Donc, forcément, là, t'es sur Bercy. Il y Je a sais même deux pas ou si trois fois. ça a pas été élu l'entrée de l'année dans un gros. C'est le MMA Or, là, de Ariel Helwani qui a élu public de l'année, je crois, en termes d'ambiance, il me semble. Donc, en gros, là, on est sur Bercy, donc c'est trois fois plus que ce qu'ils ont fait la dernière fois. Là, c'était au Zénith de Paris la dernière fois, hein, le PFL. Ouais, c'était aux Zénith de Paris, ouais, Hmm. exactement. Donc, ouais, on est sur deux ou trois fois plus de monde. Donc, forcément, ouais, il y a une grosse attente. Là, je pense qu'il va aussi mettre les bouchées doubles sur le trash talk. Donc forcément, ouais, il y a plus de pression, surtout qu'en plus, Baki, c'est toujours même le prospect à surveiller qui est pas loin de l'UFC. Donc forcément, ouais, il y a plus d'attentes que celui de Jordan, surtout même dans l'opposition, il y a plus d'attentes. Donc, ouais, je pense il doit y avoir une plus grosse pression, forcément. Ouais. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça va être un combat. Ça va être un combat, comme je l'ai dit, hein, qui hype de fou. Moi, c'est pareil, je suis attentif, je regarde. Et c'est ouf quand tu vois l'engouement français. Je vois certains podcasts là qui font des vidéos. Euh, les vidéos, elles explosent en termes de Ouais. vues. Tout le monde aujourd'hui veut vraiment avoir bah, l'ordre du jour. Et nous, on va essayer de recevoir Boris Ouais, comme on l'avait on fait l'avait contre Jordan. contre Jordan, mais on va essayer de l'avoir là un peu plus posé, puisqu'on l'avait eu dans les derniers jours. Du côté de Baki, on peut aussi essayer d'avoir son entraîneur de la Hold Dog. Ouais, Euh, Edgy. Exactement, on peut avoir, voilà, pour connaître un peu. Je l'ai croisé en plus au Zénith samedi, je parlais avec Ouais. lui. Donc, non, ça peut être intéressant, vraiment, ça peut être intéressant on va dire, de nous aussi participer à tout ça. Après, faut pas oublier qu'il y a le combat Benoît Saint-Denis aussi. On essaiera Bien d'avoir encore sûr. une fois, Daniel Voirin. Parce que je pense que médiatiquement, c'est important de pas faire en sorte que ça s'étouffe, le Ouais. combat de Saint-Denis contre Poirier. On pourrait aussi peut-être avoir Benoît, mais je sais que ça devient de plus en plus compliqué. On fera le Voilà. nécessaire en tout cas pour avoir tous les acteurs là qui auront un rôle important là sur les combats à venir, que ce soit coach ou même les combattants eux-mêmes. Mais ouais, en tout cas, si on peut avoir Benoît, Daniel Warin comme on les avait eu récemment, un des coachs ou même plusieurs coachs de Cédric Doumbé, ceux de Baki, donc voilà, pour, euh, pour savoir un petit peu plus sur le camp d'entraînement, sur les attentes et tout. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans l'émission. Mika, avant de boucler, on fait quand même un big up à Nassouri qui affrontera Dolidze. On essaiera de revenir, là on manque de temps, mais on essaiera de revenir en tout cas pour approfondir un peu l'analyse du combat. Mais ouais, il affronte Dolidze en main event ce samedi-là, là, à l'UFC. Donc c'est le deuxième main event pour Nassourdine. Il avait fait main event contre Strickland qui a été annoncé en short notice alors que c'était Kevin Gastelum. Là, voilà, on sait que il doit y avoir quand même une grosse pression sur ses épaules. Je Parce que pense, ouais. c'est un retour. 2024, c'était une année assez compliquée. Il y a eu une défaite et un no contest. Là, il y a un changement de team. Il y a un changement de structure. Donc, forcément, il y a de l'attente. Il y a de l'attente sur la performance, sur tout ce qui entoure le combat. Donc, Ouais, bah, il il a change une de belle fou. équipe, hein. Là, il a une belle équipe avec lui. Ouais, Il y a Ilian Boafia, Nicolas Hoth, il a son frère Dagiri Mavov, il a Sami Siamek qui est avec lui. Je pensais que Ahmed Salamov, il allait aller. Non, mais non, il est pas y allé en tout cas.
Mais on sait Après, que Salamov, pour il aller a aux fait un retour. États-Unis, pour aller aux Oui, États-Unis, c'est compliqué, hein, avec les demandes d'ESTA et tout. Je connais pas les situations de chacun, mais je sais que oui, c'est compliqué. effectivement, ouais. Après, voilà, on le rappelle, un gros défi pour Nassour. Il est 11e actuellement du ranking. Il va affronter le numéro 8. Dolidze, c'est solide. Maintenant, on pense que Nassour, il va le faire. Moi, je le pense. Et comme tu l'as dit, en tout cas, allez le follow. Allez regarder le film que RMC a fait sur YouTube. Franchement, il est vraiment bien. Ça vous permettra de mieux comprendre bah, tout l'écosystème et comment Nassour il réagit et comment il travaille. C'est intéressant. Et voilà, après, que dire, j'ai aussi commenté vite fait ce week-end l'Octagone. C'était un bel événement, il n'y avait pas beaucoup de Français dessus. Par contre, il y avait pas de Français dessus. Par contre, il y avait un main event. Je vous invite à suivre ce gars-là, Jonas Magar, très solide, hein. Un gars que j'ai trouvé hyper fort. Pour ceux qui connaissent pas, alors c'est un Danois, mais vraiment très très fort. Il est chez les Bantam et il a gagné. Voilà, il fait partie du top européen. C'est juste pour vous donner un peu de tips. D'ailleurs, en parlant Voilà, les gars. de Danois, on a la France, l'équipe de France de handball qui a gagné face à l'équipe du Danemark en championnat d'Europe du handball. Donc, des champions d'Europe pour T'es la dans France. le, t'es Non, dans le handball non, aussi. même pas, mais je suis tombé dessus et c'était intéressant à regarder. En fait, j'ai vu la demi-finale et la finale, mais Ouais, en plus, la finale, c'était serré, hein. ouais, ouais, comme la demi-finale, hein. Mika, on est bon pour Je verrais aujourd'hui. bien pivot, AB. C'est quoi, pivot? Pivot, pivot, c'est un bon poste. C'était dans la défense et en attaque et on te donne la balle. Et toi, tu es vraiment dans la défense pour Non, moi, gérer les. je serais au goal, moi, t'sais, j'en vois que des ceux-là, tac, tac, ça passe Non, pas. non, pivot, ma parole, tu seras un bon pivot. Tu bouges pas, mon gars. On te met pivot, tu niques la défense. Eh là là. Bon, merci à tous. On vous souhaite une excellente semaine. Merci de votre fidélité, en espérant que c'est toujours qualitatif, hein. C'est surtout au niveau de la vidéo. Là, je pense que j'ai un petit peu rétrogradé, mais c'est parce que je suis en déplacement, donc j'ai pas de matos avec moi. Mika, on se dit à très très vite. Ça marche. Vas-y.